Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre émission littéraire Entre les lignes. Vous le savez, nous sommes à la deuxième saison et nous avons pris nos quartiers ici à la bibliothèque de l'Institut français. Nous aurons grand plaisir à recevoir aujourd'hui un auteur, M. Germain Zamblébi, qui signe Marie-Josée la Métisse. Bonsoir Monsieur Zamblébi, merci d'être présent sur notre plateau. Bonsoir Madame. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie-Josée la Métisse. Mais bien avant, il faut préciser que vous êtes enseignant et que l'écriture est une passion pour vous. Bien sûr. Vous êtes auteur déjà de 3 œuvres. Exactement, Le Cueil d'Angouro, La Veuve et le Guide religieux, Savoir parler et écrire correctement le français, tome 1 et tome 2. Et maintenant, La Métisse. Exactement, La Métisse, dont nous allons parler. Marie-Josée la Métisse, c'est un livre qui parle des difficultés que rencontrent ces personnes métisses, en particulier les femmes, donc issues d'un père et d'une mère de races différentes. J'aurais pu dire mulâtre, mais là, je parle de métissage parce que Marie-Josée, en fait, elle a vécu un drame existentiel. Si vous voyez bien l'écriture, je transgresse un peu l'écriture traditionnelle. C'est un feedback. Je commence d'ailleurs par Marie-Josée elle-même qui va raconter sa vie à quelqu'un. Et donc, voici Marie-Josée qui naît dans des conditions extrêmement difficiles. D'un père européen, expatrié. Et vous savez, à cette époque-là, les expatriés ont fait de nombreux enfants dans nos contrées ici. Et certains d'entre eux n'ont pas reconnu les enfants. N'ont pas reconnu la paternité. Une grande majorité. Une grande majorité. Et la pauvre Marie-Josée fait partie de ces victimes-là. Elle est donc née. Elle ne connaissait pas son père, elle n'a jamais connu son père. Donc elle a vécu pratiquement un drame existentiel, j'allais même existentialiste, parce que cela va la suivre toute sa vie. Elle a toujours voulu connaître son père et malheureusement, elle n'a jamais pu voir le visage de son géniteur. Une question que j'aimerais vous poser, est-ce que cette histoire, l'histoire de Marie-Josée, est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est l'histoire de quelqu'un que vous avez connu ou l'histoire d'une personne qu'on vous a racontée? Vous savez, en tant que romancier, même quand il y a une histoire que vous devez écrire, et il y a aussi, vous apportez la fiction. Hein, donc c'est un savant mélange de fiction et de réalité, quoi. Parce que la préface de cette œuvre est signée, donc une dame qui a vécu les mêmes problèmes, qui est elle-même métisse. Donc on a tendance à, une fois l'œuvre lue, à associer l'histoire de Marie-Josée à celle de... celle qui a signé la préface. Non, elle a signé la préface en tant que... Voilà, moi je suis allé vers elle parce qu'elle est métisse. Et je lui ai fait lire le tapuscrit, hein, quand le livre n'est pas encore sorti, c'est le tapuscrit. Et elle a trouvé que c'était... voilà quoi, elle se retrouvait un peu dedans, pas seulement elle, mais pratiquement tous les métisses se retrouvent dedans, surtout à cette époque-là, où d'ailleurs on a parlé de orphelinat des métisses, il y en avait à Grand-Bassam, il y en avait à Bingerville également. Hein, soit dit en passant, qui était créé justement pour les enfants que les colons faisaient avec les Noirs et qu'ils n'assumaient pas. Donc on les déposait dans ces orphelinats de métis. Donc il y avait les filles étaient à Bassam et puis les garçons à Bingerville. Et donc ce métissage-là fait qu'on avait l'impression que les métis vivaient dans une république à part. Et donc ils étaient l'objet de la part des autres, l'objet de colibés, on les appelait souvent café au lait. Café au lait, vous avez tomates pourries, vous avez beaucoup de colibés comme ça, et toubaboudeni. Et là encore pour ceux qui sont gentils, et ceux qui ne le sont pas, on dira métèque. Soit dit en passant, métèque, en français, ça veut dire un étranger qui a un comportement antisocial. Et déjà on appelait les métis avec ce sobriquet. C'est-à-dire que
on ne les reconnaissait pas comme faisant partie des nôtres. Alors, pendant cette préface, là aussi, quelque chose qui m'a surpris, c'est que vous annoncez carrément la fin de l'œuvre dès la préface. Oui, c'est une forme d'écriture. C'est-à-dire, en fait, il appartient au lecteur de se retrouver. Moi, c'est une dame qui m'a raconté un peu sa vie et j'ai voulu vraiment engager le dialogue. Et dès le départ, déjà, elle est en face de M. Kwasi. Hein, non, déjà dès la préface. Hein, oui, la préface. On annonce qu'elle va quitter son mari et tout. Donc, exactement. Finalement, je trouve, et c'est très personnel comme remarque, que finalement, le suspense n'est pas gardé jusqu'à la fin de l'œuvre où on se demande que vont devenir les protagonistes. Là, on le sait d'emblée. Oui, ça dépend. En fait, c'est une forme d'écriture aussi. Hein. Dans la préface, vous savez, celui ou bien celle qui fait cette préface-là a son sentiment sur l'œuvre. La personne sait déjà la fin de l'histoire. Donc la personne écrivant ici, elle s'est appropriée l'histoire. Donc elle parle un peu à la place de Marie-Josée. Elle, en tant que métisse, elle parle du drame que vivent les métisses. Et à la fin de l'œuvre, elle trouve que les métisses subissent beaucoup de tracasseries de la part des autres. Très bien. Alors, l'histoire commence donc avec Marie-Josée, qui est enseignante, comme vous. Elle est professeure de maths, et elle est chargée de superviser donc, des examens à grand tirage. C'est dans ces circonstances qu'elle rencontre monsieur qui lui fait un peu la cour. Au début, elle est très réticente parce qu'elle est mariée, elle est mère de famille, elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas ce genre de femme. Et puis, une chose en entraînant une autre, il noue en tout cas une solide amitié. Et c'est à ce monsieur qu'elle se dévoile et qu'elle raconte son parcours. Au niveau de ce chapitre, je voulais mettre l'accent sur la probité intellectuelle de Marie-Josée. Vous savez, elle avait déjà peut-être un drame existentiel et elle voulait se confier à quelqu'un. Et voici qu'arrive M. Kwasi qui est prêt à l'écouter. Mais soit dit en passant, M. Kwasi avait autre chose derrière la tête. Exactement. Voilà. Donc voici un peu le premier chapitre, elle se confie. C'est un peu une catharsis, je le dis. Hein. Voilà, elle a envie de se confier. Voici quelqu'un qui prête l'oreille. Tant mieux pour elle. Alors, ce qui est frappant dans l'œuvre également, c'est qu'il y a énormément de sous-thèmes qui sont abordés. Donc, au détour d'une conversation qui peut sembler futile, voire furtive, on a un thème qui est développé. Et dès le départ, déjà, vous parlez par exemple de notre calendrier scolaire qui n'est pas adapté à notre climat ou à nos réalités africaines. Parce qu'en général, pendant les examens à grand tirage, c'est en pleine saison de pluie et c'est difficile pour les élèves. Bien sûr. Et là, un peu, je parle un peu de la colonisation, des effets de la colonisation. Nous avons hérité du programme français. Or, dans ce pays-là, généralement, c'est dans le mois de juin et juillet que les examens se passent, alors que nous, sous les tropiques, à cette période-là, c'est la période pluvieuse. Et vous savez, un peu dans nos régions, les difficultés qu'ont les enfants, les jeunes gens, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, au cours, pour aller, n'est-ce pas, passer les examens pendant ce temps fâcheux. Donc, il fallait simplement adapter notre calendrier scolaire à notre programme ici, j'allais dire à notre climat. C'est ce qu'un peu l'auteur, pas forcément l'auteur, hein, mais Marie-Josée, l'héroïne, dénonce en tant qu'enseignante. Elle se dit, mais tiens, il pleuvait de rue, et elle est obligée, n'est-ce pas, d'aller évaluer les enfants, d'aller surveiller pendant qu'on aurait pu faire l'examen, peut-être au mois de décembre par là. C'est une opinion qui n'engage que l'héroïne. Que l'héroïne, tout à fait. Chapitre 2, mes parents. Sa confession commence. Elle parle donc de sa mère, beaucoup plus de sa mère que de son père, parce que, évidemment, elle n'a pas connu son père, elle n'a de lui que des bribes de conversation rapportées, mais elle imagine beaucoup de choses. Hein. Donc, vous l'avez dit, son père est blanc, sa mère est fille de ménage dans cette famille-là, où elle est très bien traitée. Elle s'occupe, grâce à son salaire et aux différents dons donc, de ses patrons, elle s'occupe de sa famille, de son père, de sa mère et de tous ses frères et sœurs. Et elle entretient une relation coupable, on dira, avec son patron. Mais ce n'est pas de son fait si elle entretient des relations coupables avec son patron. Voyez-vous, pendant ces moments-là, la jeune fille, la maman de Marie-Josée, qui elle est fille de ménage, n'est-ce pas, dans un couple, n'est-ce pas, d'Européens expatriés, ce couple qui a pignon sur rue. Alors, le monsieur lui fait plein de cadeaux. Et voici qu'elle tombe pratiquement dans un engrenage, parce que là, le monsieur, il tombe amoureux de la petite. Et voici un peu une idylle qui commence. Une idylle très cachée. Il a une garçonnière, on dira, quelque part en pleine forêt, évidemment, où ils se retrouvent. Et cette garçonnière abrite donc leurs ébats. Et une chose, en entraînant une autre, la mère de Marie-Josée, à qui Antoinette tombe enceinte. Bien sûr. Oui, elle tombe enceinte. Malheureusement, elle est encore jeune. Mais elle ne savait pas trop ce que cela voulait dire. Finalement, c'est M. Souris
n'est-ce pas, qui va lui faire apprendre tout ce qui est... Alors, voilà quoi. Une expression très drôle, en tout cas quelque chose qui m'a fait rire. Elle lui dit « je ne vais plus au marigot ». Ouais, je ne vais plus au marigot. Qui sous-entend qu'elle voilà. elle est enceinte. Exactement. Et il lui dit « mais c'est une bonne nouvelle si tu n'y vas plus. Je ne savais même pas que tu utilisais l'eau du marigot. Là, tu t'exposes aux maladies et tout. Il y a un malentendu, un quiproquo, voilà, un quiproquo très drôle à ce moment-là. Et elle explose de colère. Elle explique que, dans son jargon, en tout cas sa façon de parler, quand une femme dit qu'elle ne part plus au marigot, ça veut dire qu'elle est enceinte. Bien sûr. Et ça, c'est un peu, vous voyez, dans notre langue maternelle, je fais un peu référence à ma langue maternelle. Hein. En Gourou, par exemple, si une femme vous dit « je ne vais plus au marigot », ça veut dire qu'elle ne voit plus ses menstrues. Voilà. Et donc ici, l'héroïne, en somme la mère de l'héroïne, va dire à son amoureux, n'est-ce pas, qu'elle ne va plus au marigot. Évidemment, lui, en tant que dans le français, tu ne vas plus au marigot, c'est une bonne chose. De façon littérale. Exactement. Donc lui, pour lui, c'est une très bonne chose. Oh, c'est tout à fait le contraire. À la lecture de l'œuvre, en tout cas, je le pensais amoureux, très gentil, très attentionné et tout. Et à l'annonce donc de cette grossesse, il se transforme en une personne complètement différente. Il lui dit qu'il ne veut pas de cet enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les couples. Hein. Vous allez voir un monsieur qui a des relations coupables dehors, mais il va protéger sa famille toujours. Et puis, vous savez, là, il est marié légalement, c'est un couple d'expatriés. Il s'expose aussi à beaucoup de, j'allais dire, même sur le plan juridique et tout ça, hein, au niveau du divorce. Et s'il est constaté que c'est lui qui a la cause principale du divorce, il risque de laisser sa plume. Donc, le monsieur, il va, n'est-ce pas, essayer de protéger sa famille. Mais tout en protégeant sa famille, il est bien vrai qu'il aime encore Akissi, mais il va dire à Akissi d'aller très loin de là. Non, imaginez sur l'instant. Il lui demande d'abord de faire passer la grossesse, ce qu'elle refuse. Exactement. Mais voyez-vous, mais si sa femme apprend qu'il a une relation... En plus avec la fille de maison. La fille de maison, mais c'est pas bien d'abord pour lui. Et puis la communauté des expatriés qui vivaient là déjà, si cette communauté apprend que M. Souris allait avec, n'est-ce pas, sa fille de ménage, alors là encore, c'est pratiquement un drame pour lui. Elle décide donc de partir. Avant ça, elle se confie à sa mère. Elle lui explique donc les raisons pour lesquelles elle doit partir. Sa mère l'encourage déjà, à garder l'enfant, et de deux, à partir très loin de M. Souris. Oui, sa mère, elle veut que sa fille garde l'enfant parce qu'en Afrique, hein, les histoires d'interruption de grossesse, c'était difficile à l'époque. D'abord, on n'en parlait pas du tout. Un sujet tabou. Et un enfant, c'est d'abord la joie, c'est le bonheur. Donc, qui plus est avec un Européen... Comme on dit en Afrique, c'est Dieu qui donne. Bien sûr. Qui plus est avec un Européen, c'était une chance inouïe qu'il fallait conserver. Donc, la maman d'Akissi qui lui dit, il faut que tu conserves l'enfant. Et c'est ce qui se fait. Suffira. Elle décide donc de partir. Elles prennent le car, encore des péripéties. Bon, on ne va pas tout dévoiler, pardon. Il faut garder encore de la sève pour les lecteurs. En tout cas, elle décide de partir. Elle se rend à Abidjan, chez la tante d'Akissi, Antoinette, qui est la grande tante de Marie-Josée. Exactement. Alors, elle arrive à Djamtala, je suppose que c'est à Djamé. Bien sûr. Voilà, où vit la tante de Akissi, Antoinette, qui, malgré que ses enfants soient très bien placés, elle a un fils magistrat, je crois, notre médecin et tout, qui demande à ce qu'elle quitte le quartier. Elle refuse parce qu'elle a ses habitudes là. Elle a toujours vécu là, ses enfants ont grandi là. Elle ne se voit pas habiter ailleurs. Donc finalement, on la laisse et il y est très bien. Et ça, c'est dans beaucoup de familles. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants qui ont des hauts postes de responsabilité dans la société. Mais la maman, par exemple, ou bien le papa, disons la famille. On parle souvent des maisons familiales. C'est là qu'on est né, c'est là qu'on a grandi, c'est là qu'on a les repères. Et donc, il est très difficile pour la famille, pour les parents, de quitter pour aller dans un quartier, j'allais dire un quartier de luxe. Et elle y vit très bien et elle adore sa petite fille parce qu'Akissi Antoinette accouche, elle retourne, parce qu'à partir de l'accouchement, on n'en parle plus. Hein. Bien sûr. En tout cas, la petite fille, la petite Marie-Josée, l'héroïne, grandit avec sa grand-mère, elle est entourée d'affection, d'amour, elle ne manque de rien, elle est la prunelle des yeux de cette grand-mère-là, justement. Et elle aussi, elle a beaucoup d'amour et d'affection pour sa grand-mère. Oui, bien sûr. Voilà un peu... Aujourd'hui, on voit ça dans les familles. Hein. Quand une fille fait un enfant et qu'elle est encore élève ou même étudiante, elle confie souvent l'enfant à sa maman. Et vous voyez bien que très souvent, la maman a des rapports vraiment particuliers avec cet enfant-là. Et puis l'amour est au-delà de toutes les espérances. Elle est beaucoup plus tendre avec son petit enfant qu'elle a été avec ses propres enfants. Oui, et l'enfant souvent a du mal à croire que ce n'est pas sa mère qui est là. Si on lui dit que c'est sa grand-mère, elle ne va pas croire. Pour elle, c'est sa maman qui est là, c'est sa mémé, c'est tout pour elle. Et c'est le cas de Marie-Josée.
sa grand-mère va lui donner toute l'affection, tout l'amour qu'on n'a pas eu, et de la part de sa maman, et de la part de son père aussi, qu'elle n'a pas connu. Exactement. Et elle grandit dans cette atmosphère jusqu'à l'âge de 7 ans, où elle réalise qu'elle est différente de par son teint. Une fois à l'école, donc une petite altercation avec d'autres enfants qui la traitent justement à cette occasion de tomates pourries, de café au lait, de toubaboudeni et tout. Et c'est à 7 ans qu'elle réalise qu'elle a une différence. Bien sûr. Oui, mais puisqu'avant, personne ne lui disait qu'elle était différente. C'est là, arriver à l'école, où il y a le communautarisme, qui est l'enfant qui vit maintenant dans une société, hein, vraiment d'élèves, on va comprendre qu'elle est vraiment différente des autres. Parce qu'on va commencer à lui donner des surnoms. Un tomate pourri, toubaboudeni, etc. Alors, elle ne comprend pas. Elle, dont la grand-mère est noire, les grands-parents, tous ceux qui sont à côté de sa tante, ses sœurs, ses cousines, sont noirs. Et du coup, on dit qu'elle est blanche. Toubaboudeni, c'est-à-dire qu'en Djoula, ça veut dire enfant des blancs. Alors là, elle ne comprend pas. Et elle commence à se poser des questions. Elle n'a jamais connu ce père blanc. Bien sûr. Donc, elle commence à savoir qu'elle est catégorisée dans la société. Et elle prend conscience de sa différence. Et c'est là commence le malheur, j'allais dire en guillemets, bien sûr, de Marie-Josée. Dès lors qu'elle sait qu'elle est différente des autres. Alors elle se pose plein de questions. Pourquoi suis-je différente? Une fois, d'abord à l'école, au lycée, elle était l'objet de beaucoup de chapardages de la part de ses condisciples. On lui volait ses pommades parce que partout, elle était à l'internat. Et on pensait qu'en tant qu'enfant de métis, elle devait avoir forcément un parent qui a pignon sur rue, qui avait de l'argent. Donc, même ses dessous étaient volés et tout ça. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Alors, et elle se posait la question parce qu'elle voyait les jeunes filles de sa promotion en train de se dépigmenter, en train de martyriser leur corps. Or, elle aimait la peau noire. Et il y avait un paradoxe chez elle. Elle voulait être noire et du coup, les filles noires de sa classe voulaient devenir franchement avoir ça. Elle ne comprenait pas. Elle était le souffre-douleur de sa classe. Exactement. Et même là encore, l'enseignant a eu l'audace de lui dire une fois, écoute, tes grands-parents, c'est eux qui ont envoyé l'esclavage, la colonisation, donc toi, tu dois faire beaucoup plus d'efforts que les autres. Exactement. On attendait d'elle qu'elle soit plus intelligente que les autres enfants. Donc le maître était beaucoup plus sévère envers elle. Elle devait connaître ses leçons par cœur, ses tables de multiplication, parce qu'il estimait que poser des questions à une petite métisse, donc un enfant de blanc, devait connaître toutes les réponses. Bien sûr. Et donc là, Dieu merci, Marie-Josée en savait davantage. C'était une fille qui aimait bien l'école, c'est une fille qui apprenait facilement et elle a pu faire, n'est-ce pas, ses classes un peu facilement. Alors, sa vie continue jusqu'à ce qu'elle arrive donc en terminale. Et là, le drame de sa vie, sa grand-mère qu'elle adore, avec qui elle a toujours vécu, qu'elle idéalise même, décède. On lui annonce, elle est effondrée, on peut le comprendre. Oui, bien sûr. Et elle décide donc de se consacrer uniquement à ses études. Elle travaille d'arrache-pied à l'université. Son oncle donc prend la relève, il s'occupe d'elle, il paie sa scolarité. En tout cas, financièrement, matériellement, Marie-Josée ne manque de rien. Bien sûr. Elle travaille dur et elle obtient donc sa licence, puis sa maîtrise en mathématiques. Elle va faire de brillantes études. Dieu merci d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, c'est le regard, le livre en fait, je voudrais qu'on pose le problème du regard des autres sur les métis. Parce que généralement, on a l'impression que quand on est métis, soit on est reçu des parents riches, ou bien tout est fait pour que vous réussissiez dans la vie. Or, ce n'est pas toujours évident. Quand on voit le parcours de Marie-Josée, on sent qu'elle est d'une famille pratiquement pauvre, et elle a dû, n'est-ce pas, chercher, aller très loin. Hein, chercher vraiment dans les profondeurs de ses ménages pour pouvoir continuer ses études. Et les maîtres, les enseignants qui ne lui facilitaient pas la tâche non plus. Bon, en même temps, ce n'était pas plus mal, hein, parce que ça l'a habituée à faire plus d'efforts. Oui, mais on n'a pas besoin de ça pour dire à quelqu'un d'aller plus loin. Exactement. Elle prend conscience simplement que sa peau, au lieu d'être un privilège pour elle, était pratiquement, j'allais dire, c'est elle qui souffrait plus, quoi. Et ça, c'est à noter. Et donc, tous les métis, la plupart du temps, il faut changer ce regard-là où on a des préjugés, où on pense d'abord que le métis, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille riche, qui est socialement aisée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc certains parmi eux ont dû, n'est-ce pas, traverser, n'est-ce pas, des moments extrêmement difficiles pour réussir dans la vie. Exactement. Alors, sa vie d'étudiante, elle est à l'université, elle a une chambre en cité, une chambre qu'elle acquiert alors qu'elle n'y a pas vraiment droit parce qu'elle est dans une chambre individuelle censée être réservée aux étudiants à partir de la 3e année, mais vu qu'elle connaît celui qui connaît, bref, par des relations, elle a une chambre individuelle dès la 1re année. Voilà. Il y a beaucoup de méandres, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas bien.
Hein, ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, le plus méritant qui a droit à la chambre. Exactement. Bon, elle, déjà, elle était boursière, donc elle avait droit à cette chambre, mais à une chambre double et non une chambre individuelle. Elle y vit jusqu'à ce que surviennent les événements tragiques. On va rester dans la fiction. Hein. Bien sûr, on est toujours dans la fiction. Voilà, où, suite à des troubles sociopolitiques, on cherche les Blancs pour leur faire du mal. Elle est en cité, elle ne se sent pas en sécurité, elle demande de l'aide à sa voisine vu qu'elle est métisse, elle se sent menacée. Elle demande même, parce qu'il faut préciser également que depuis son arrivée en cité, elle est sollicitée par énormément de garçons, d'étudiants. Elle ne répond aux avances d'aucun. Donc elle sent qu'il y aura peut-être là une occasion de se venger d'elle et elle demande à sa voisine de la cacher, ce qu'elle refuse. Et il y a une main providentielle qui arrive, un jeune homme qui vient l'exfiltrer et qui la garde dans sa chambre à lui pendant pratiquement une semaine. Où elle ne sort pas. Et c'est le départ du Didi aussi. Hein. Donc c'est dire qu'une métisse, on vous confond rapidement, selon qu'on soit en Occident ou en Afrique, sous les tropiques. Dès lors que vous êtes métisse, que vous êtes dans la communauté noire, on dit que vous êtes blanche. Et de l'autre côté, on dit que vous êtes noire. Et donc c'est ce drame-là qu'elle va vivre en direct. Il y a un mouvement de colère des étudiants sur le campus qui cherche les peaux blanches. Et du coup, on assimile Marie-Josée à une blanche. Et elle ne comprend pas. Elle, dont les parents sont noirs, ses cousins, ses tantes, elle n'a toujours vécu qu'avec le noir. Et du coup, on l'assimile à une blanche. Et c'est la chasse aux sorcières dont Marie-Josée. Et heureusement, il y a une main salvatrice qui sera tendue. C'est ce jeune homme-là qui va venir l'aider et qui va l'exfiltrer, hein, n'est-ce pas, pour rester avec elle pendant une semaine. Alors, après cette semaine donc, de grands troubles, les choses rentrent dans l'ordre. Elle retrouve sa chambre en cité, mais elle garde une forte amitié avec ce jeune homme qui s'appelle Daniel d'ailleurs. Ils deviennent très amis. Elle le considère un peu comme un grand frère, comme son sauveur, etc. Jusqu'à ce qu'il lui déclare sa flamme et qu'il lui fasse part donc de ses sentiments amoureux. Dans un premier mais à ce temps... stade-là, je voulais déjà dire que sur le campus, Marie-Josée, c'est une belle femme. Qui plus elle est métisse. Donc la plupart des étudiants qui allaient vers Marie-Josée, et ils vont l'avouer, et ils allaient parce que certains voulaient savoir si Marie-Josée, en tant que blanche, entre guillemets bien sûr, était faite comme une femme noire. Était faite comme une femme noire, si elle allait répondre comme une femme noire répond, etc., dans l'intimité. Et voilà, les jeunes étudiants voulaient savoir, une métisse c'est quoi? Voilà, une métisse, dans l'intimité d'une métisse, qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire? Voilà. Ils voulaient juste découvrir. Exactement, donc on l'a dit, elle n'a cédé à aucune avance, oui, bien sûr. Jusqu'à cette histoire avec Daniel. Bon, finalement, il réussit à la convaincre de son amour et ils se mettent en couple. Ils vont même jusqu'à se marier, ils ont des enfants. La suite, on ne la dévoilera pas parce que déjà, on n'a plus suffisamment de temps. Et puis également, je le dis toujours, il faut laisser assez de piment pour les lecteurs. Alors, elle se marie, elle vit avec lui, ils ont des enfants. Amour, oui, oui. Et il commence à montrer un visage différent, comme tous les hommes, hein, finalement. Pas comme tous les hommes. Bah oui, comme tous les hommes, parce qu'il a quand même, entre griffes, galéré pour avoir Marie-Josée. Oui. Il a tout fait pour lui prouver son amour. Et une fois qu'elle s'est donnée à lui, qu'elle a été sa femme, la mère de ses enfants, l'intérêt était tout autre. Parce qu'il allait jusqu'à, moi j'appelle ça de la maltraitance. Parce que lui également, il travaille, il est inspecteur des impôts, il a 2 voitures avec chauffeur, et elle prend le bus. Bien sûr. Donc, mais c'est des drames dans les foyers, c'est comme ça. Ça, c'est pas forcément parce que Marie-Josée est blanche ou métisse. Mais il y a des hommes comme ça qui, au niveau de leur foyer, ils veulent être tout en même temps. Ils veulent que la femme soit dépendante pratiquement de leur poche. Mais ça, c'est des choses à dénoncer. Mais dans le cas de Marie-Josée, il faut dire que son mari, en fait, il voulait d'une femme blanche, il voulait d'une femme métisse. Il a eu. Et il a vu qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, qu'une femme métisse était comme une femme noire. Et voilà, il a cherché des intérêts ailleurs. Elle ne l'intéressait plus à la maison. Lui qui, dès le départ, sortait avec elle partout, il se promenait. Aujourd'hui, Marie-Josée est devenue comme un décor dans la maison. Et elle, en tant qu'intellectuelle, ne l'accepte pas. Voilà. Mais malheureusement, c'est l'homme qui... En Afrique, vous savez, puisque quand ils auront des différends à la maison, il y a le témoin des mariages qui vient souvent pour régler la situation. Et qui, la dame qui lui dit non. Raison au mari. À son mari. Il dit, ah non, madame, ici, et pardon, en Afrique, ici, c'est l'homme qui commande. Il faut laisser ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Et ça, il faut le dénoncer. Je pense que vous l'avez dit parce que c'est effectivement comme ça que ça se passe. Mais il faut le dire que c'est à cause de ce genre
de comportement et de réflexion que les hommes se croient tout permis, qu'ils font ce qu'ils veulent. On est là, dans vous une avez société... choisi, hein? Pourquoi vous avez choisi votre camp, hein? Moi, mon camp, mon avis, il est là, il est tranché. Notre téléspectateur, il y a des hommes parmi, il y a des femmes. Oui, alors, c'est à cause de ce genre de réflexion que les hommes se vous nous croient condamnez tout comme ça. permis et qu'ils font tout. Parce que justement, quand une femme a son mari qui est infidèle, quand elle se plaint en famille, on lui dit mais c'est à cause de ça que tu viens te plaindre parce que ton mari t'a frappé. Et on trouve ça tellement normal, voire banal, qu'on ne s'en offusque plus et les hommes trouvent normal de tromper leur femme. Oui, Marie-Josée, en tant qu'intellectuelle, elle n'accepte pas la situation. Mais vu qu'autour d'elle, elle vit dans une société, elle ne peut pas être en dehors de la société. Elle se rend compte que tout le monde la condamne, tout le monde dit, mais écoutez, pour si peu, tu vas quitter ton mari. On estime que c'est peu, mais c'est traumatisant pour la femme. Mais elle ne comprend pas. Elle est prête à partir, même avec 3 enfants. Elle ne comprend pas que celui avec qui elle vit a une aventure. Alors qu'elle, depuis qu'elle est majeure, elle n'a connu que cet homme-là. Et c'est son premier amour et elle, avec lui, elle n'a connu que lui. Or, lui, cela coule douce ailleurs. Exactement. Mais si vous ne faisiez que la tromper, vous verrez dans l'œuvre, il y a bien pire, hein, bien pire. Comment est-ce que cette histoire va se terminer? Il ne faut pas qu'on oublie également M. Kwasi, qu'on a vu au début d'œuvre et qui sera également à la fin. Comment est-ce que le couple de Marie-Josée ira avec son mari Daniel? Que deviendra son amitié très forte avec M. Kwasi? Tout cela, vous le découvrirez en lisant Marie-Josée la métisse, signée Germain Zamblébi. C'est ici qu'on va s'arrêter. Merci à tous pour votre fidélité à ce programme. J'espère que vous avez apprécié ces 26 minutes passées en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Le dernier mot revient à notre invité, M. Zamblébi. Je voudrais vous remercier parce qu'en fait, à travers ce livre-là, moi, je voulais juste que les gens changent un peu des regards sur les métis. En fait, trop de préjugés sur les métis. Il faut plutôt être objectif en les regardant. Ce sont des hommes comme nous, des femmes comme nous. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de meilleur. Et c'est comme ça que va la vie. En plus, il faut se dire que les métis, ce sont des gens qui connaissent des parcours aussi difficiles que nous autres. Donc, il faut qu'on change les regards. Et je vous remercie de nous offrir ce plateau-là pour mieux connaître nos ouvrages.